Bonjour et bienvenue à tous au colloque d'Ocest 89, les communismes racontés par eux-mêmes. Aujourd'hui, alors que nous inaugurons ensemble ce colloque consacré à l'écriture documentaire de l'histoire communiste après 89, sur la rive gauche, au musée du Quai Branly, s'ouvre une exposition consacrée à l'œuvre d'un aristocrate japonais qui a voué toute sa vie aux nuages. Le comte Abe exerçait un métier fascinant. Il était météorologue. Et il avait deux passions, les nuages et le cinématographe. Pendant des années, de 1926 à 1941, il a cherché à photographier et à filmer les nuages qui flottaient au-dessus du mont Fuji. Il rêvait de capter leur forme, leur mouvement, de saisir ce moment de transition imperceptible où une forme se transforme pour devenir une autre forme. Alors je vais commencer ce colloque en vous montrant 3 images de ces nuages au-dessus du mont Fuji. Ce sont des photographies que vous pouvez retrouver dans le catalogue de l'exposition donc, qui commence aujourd'hui au musée du Quai Branly. Je vous laisse admirer ces 3 photos. Les photographies du comte Abe étaient inscrites dans une démarche scientifique très sérieuse. En fixant ses mouvements par le médium cinématographique, il voulait comprendre ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les courants atmosphériques et la circulation des vents. Reproduire ce qu'on voit pour établir des règles et peut-être pour pouvoir prévoir. Bonjour Sonia, nous vous attendions avec impatience. On pourrait dire que le comte Abe faisait partie de ce que Bazin appelait les bricoleurs de génie. Car toute sa vie, il a cherché la technique et le dispositif de prise de vue, puis de projection, capable tout simplement de rendre visible l'invisible, de saisir le temps, ou plutôt les temps, pour mieux les comprendre. Les images de nuages du comte Abe sont au cœur de ce que nous allons tenter de penser pendant ces 2 journées de colloque, et que je serai tentée d'appeler, préférant aujourd'hui le ciel aux métaphores géologiques, la nimbologie cinématographique de l'histoire. À quelles conditions, avec quelles images et quels regards surtout, construit-on la connaissance historique de l'époque communiste? Comment, au-delà des images de révolte que vous connaissez tous, pouvons-nous aujourd'hui apercevoir des mouvements sous-jacents de la société socialiste, ceux qui ont fait évoluer les manières de penser et de sentir, les manières de s'opposer, mais aussi de vivre au quotidien, de consommer, de passer le temps, ou encore d'aimer. Considérer le cinéma comme une source historique est une thèse qui a été défendue, vous le savez, dès l'apparition des premières images filmées et le texte de Bolesław Matuszewski publié en 1898. En imaginant ce colloque avec Nadège Ragarou, nous avons voulu nous confronter à la manière dont les cinéastes est-européens se sont emparés, après la chute du communisme, des archives audiovisuelles de leur passé. Mais nous avons surtout voulu nous confronter à ce que Sylvie Lindeberg appelle les faux-semblants des sources audiovisuelles. Ces effets de présence qui constituent à la fois la force et le danger du cinéma documentaire. C'est pourquoi nous avons centré notre réflexion sur un moment mal ou peut-être moins connu, le travail du montage. En plongeant dans cette petite salle obscure de la salle de montage, nous entrerons à la fois dans la salle d'accouchement du film, mais aussi dans la salle de sa réanimation. Cet espace-temps où le film prend sa forme et son souffle, donc son âme. Ce moment où, pour reprendre la belle formule de Kei Ozawa, le cinéaste et le monteur, d'ailleurs souvent la monteuse, cherchent à donner à voir en tant que forme ce qui n'était jusqu'alors que nuée. Et donc nous partirons ensemble de cette hypothèse que c'est par la pensée de la pratique du montage et de ce qui évidemment la précède dans l'écriture, que l'on peut peut-être toucher à ce qui est irréductible dans les films, ce qui ne peut être pensé que par les images montées. Cette entreprise est assez périlleuse, elle nous oblige en effet à revenir sur des brouillons, sur ce qui a été coupé, jeté, mis de côté, pour finalement aboutir à une forme, mais peut-être que c'est justement en revenant sur ces beaux déchets que l'on pourra apercevoir le sens de l'œuvre, au-delà des discours prononcés sur sa forme achevée. Car si l'esthétique est une pensée de la forme, elle est aussi, et peut-être avant tout, un discours sur une forme qui est advenue. C'est donc aussi, je pense, une pensée du deuil, de ces formes qui ont dû être abandonnées,
non sans douleur, pour que le film puisse naître. Les scénaristes, les cinéastes, les monteurs, les producteurs que vous allez entendre pendant ces 2 jours connaissent bien ce travail de deuil. Et en les invitant ici, nous leur demandons une chose assez difficile, revivre et repenser ce qu'ils ont dû oublier pour faire naître leur film. Alors les films documentaires produits après 89 que nous avons glanés pour vous, dans ce bloc socialiste qui n'en a jamais été un, ont tous été réalisés dans des conditions de production et de diffusion radicalement différents après 89. Ce glanage, qui a été long et difficile, a été possible grâce à l'aide financière de l'Université de Paris 1, du laboratoire ICSA, en collaboration avec le CERI de Sciences Po, le cinéma Le Méliès de Montreuil, et l'ensemble des instituts culturels des anciens pays socialistes. Mais il ne suffisait pas de glaner, il fallait transporter, identifier les ayants droit, les convaincre, traduire, et surtout rendre possible leur projection dans un lieu à la hauteur de leur qualité, c'est-à-dire une vraie salle de cinéma. Je voudrais ici remercier Stéphane Goudet, directeur du cinéma Le Méliès, qui a accepté d'accueillir notre rétrospective et qui est là aujourd'hui. Je voudrais aussi rendre hommage au travail remarquable de Mathieu Leric et de Clara Gallardo, sans qui ces films n'auraient pas pu être ni trouvés ni projetés dans de bonnes conditions. Je souhaiterais remercier aussi Zinaïda Polimenova et Antoine Scotto et leur soutien permanent, car c'est surtout eux qui nous ont permis de nous retrouver ici pendant ces 2 jours. Et merci enfin aux petites et grandes mains de mes étudiants, Jules Fontaine, Kevin Saraï, Maxime Rondan, Sarah Chay, qui nous aident aujourd'hui à garder une trace sonore de ces discussions. Alors vous l'aurez compris, par le projet DocES 89, nous avons voulu déplacer les territoires, ou plutôt les croiser. Ce colloque se terminera donc plus tôt, à l'heure des sorties des écoles, à 16h30, pour se prolonger ensuite à 18h au cinéma Le Méliès. Nous traverserons donc les frontières professionnelles, mais aussi géographiques et sociales, en osant ce soir franchir le périphérique, pour aller tous ensemble à Montreuil. L'occasion pour moi aussi de vous rappeler que si le colloque s'achève demain soir, cette rétrospective de films s'étend sur 5 soirées jusqu'à samedi. Alors pour finir cette introduction, je voudrais placer notre réflexion sous le signe de l'apprentissage du regard. Et cet apprentissage, il implique un moment flottant, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Moment flottant, c'est une expression que j'emprunte à Dork Zabounian, qui sera là tout à l'heure. Et je n'oublie pas les nuages, donc. Ce moment flottant qui est un moment difficile où nous éprouvons ce qu'on pourrait appeler une faille temporelle entre l'instant de l'enregistrement de l'image et le moment où nous le regardons. Alors pour finir, je voudrais simplement revenir sur la photo que nous avons choisie pour l'affiche de ce colloque, que je vous remontre ici, peut-être en plus grand. Et en venant ce matin et en voyant ces affiches sur la porte, je me suis demandé ce que vous y voyez dans cette photographie. Alors peut-être que les plus jeunes d'entre vous voient sans doute un leader politique parmi d'autres qui savoure sa victoire devant ceux qui l'ont porté sur ce promontoire un petit peu improvisé. Peut-être que sa moustache leur indique qu'il est polonais. Elle est très particulière. Les plus âgés reconnaissent évidemment la fin victorieuse d'un long combat, celui des grévistes du chantier de Gdańsk, incarné par cet orateur et bête politique qu'était Lech Wałęsa en août 1980. Mais je dois vous avouer qu'en choisissant cette image avec Mathieu Leric, je me souviens que j'avais été un petit peu gênée, car j'avais éprouvé un doute quant à la pertinence de cette image, car c'est une image qui a été prise par l'agence de presse Reuters. Elle a donc été probablement prise par un journaliste étranger, en contrepoint de celle que l'on ne voit pas, prise par exemple, vous le voyez au milieu de la photo, par cet autre photographe qui lui fait partie et de l'autre côté, du côté des grévistes, et qui prend également des photographies. En choisissant cette image, qui a été reprise par la suite à l'est comme à l'ouest, nous avons voulu vous confronter à ce doute nécessaire sur le point de vue des images que nous regardons. Et ce regard flottant, j'aimerais qu'il vous accompagne tout au long de nos débats. Car c'est un doute qui nous rappellera que le film est bien plus que la somme des événements qu'il enregistre, des sujets qu'il aborde ou des discours qu'il fait entendre. Cette photo nous rappelle, et ce doute surtout, que le film est une sorte de millefeuille, pour reprendre la métaphore culinaire de ma monteuse, Sophie Retter, que vous pourrez entendre demain matin. Un millefeuille donc, qui ne tient que par le regard du cinéaste et par celui du spectateur.
et qui porte en lui la question de cette fameuse éthique du regard qui, je l'espère, nous portera tout au long de ces 2 journées.